à toutes et à tous dans ce Territoire Éco VAR spécial depuis le Toulon Défense Event. 4e édition ici au Palais des Sports, la rencontre des métiers de la défense, de la sécurité publique, la rencontre avec le public en général. Si vous avez la vocation, si ce sont des métiers qui vous intéressent, c'est the place to be, comme on dit, pour se former, apprendre aussi quelles sont les voies qui vous sont proposées. Et on va essayer de vous en donner quelques-unes de ces infos majeures avec nos invités. Sachez que dans un instant, en deuxième partie d'émission, nous rejoindrons le général Frédéric Sternenberg pour parler de reconversion, parce que c'est aussi important quand on rentre dans l'armée, par exemple, de savoir comment on va en sortir et ce qu'on pourra faire après. Et puis, nous serons également aussi avec la capitaine de frégate Virginie Daloubex, qui est chef du CIRFA à Toulon pour la marine. Vous le savez, dans le Var, la marine, c'est une institution emblématique. Mais pour démarrer cette émission, nous sommes d'abord avec l'ingénieur en chef de l'armement, Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes attaché d'industrie de défense en région. Donc, on va évoquer avec vous tout cet écosystème qui irrigue toutes les TPE, PME, d'ailleurs, du département du Var, voire même de la région. Et puis, pour parler recrutement, besoin, Virginie Jamet qui est avec nous, qui est responsable régionale défense, sécurité publique et privée pour France Travail, qui est partie prenante organisateur même de ce grand Toulon Défense Event. Peut-être d'abord, vous pouvez nous expliquer ce que c'est, qui est présent et combien de personnes gravitent ici dans la journée ? Alors déjà, bonjour à tous. Donc, 3e édition de notre salon, donc Toulon Défense Event. Ce salon a la particularité d'avoir, on met en lumière le secteur vraiment de la défense et de la sécurité publique. Donc sur notre territoire varois, qui est quand même le premier département militarisé de France. Donc c'est très important sur notre territoire. On a à peu près 80 exposants. Ça représente 5000 offres d'emploi sur tous les stands confondus. Et on a aussi toute la partie sécurité publique qui est là, donc les douanes, la police nationale, les pompiers, enfin voilà, la diversité du territoire est vraiment représentée. Frédéric, c'est important d'avoir un rendez-vous comme ça dans l'année, ne serait-ce que pour communiquer auprès des gens, rencontrer aussi les autres secteurs de la sécurité publique, de la défense. C'est un rendez-vous qui est devenu incontournable. Je pense que ce rendez-vous, il montre effectivement la vitalité du secteur depuis quelques années. Moi, j'ai tendance à vraiment promouvoir plutôt les emplois dans l'industrie, mais il ne faut pas oublier son propre service, sa propre maison, sa propre institution. Et je crois que l'un va pas sans l'autre. Effectivement, recruter dans l'industrie, il faut aussi recruter dans l'administration. L'industrie, parlons-en parce qu'elle est emblématique du département du Var. C'est comme ça qu'il se distingue aussi avec une présence forte incarnée notamment par Naval Group, c'est le plus médiatique. Mais ce qu'on peut préciser aussi, Frédéric, tout de suite, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de PME, de TPE qui travaillent aussi à la fourniture de ce dont a besoin l'industrie de défense. Oui, alors pour vous donner quelques chiffres, à partir du niveau national jusqu'au niveau départemental, on considère que l'industrie de défense est 4500 entreprises au niveau national, à peu près 240 000 emplois. Ça, c'est au niveau national. Quand on s'intéresse à la région, on arrive plutôt à un petit dixième, c'est-à-dire 400 entreprises, 20 000 emplois. Et après, quand on focalise un petit peu sur le Var, on arrive à 85 entreprises, 6 000 emplois. Et effectivement, c'est, je crois, le deuxième employeur de la région après les Bouches-du-Rhône. On comprend tout à fait l'intérêt d'avoir une experte chez France Travail qui a comme spécialité ces secteurs-là. Vous ne devez pas chômer. Alors pas du tout, ce sont des secteurs, l'industrie est un secteur qui est méconnu, souvent du public. Le Var n'est pas un territoire industriel on va dire dans la mentalité, dans on est vraiment dans la culture. Ouais. On est quand même sur un secteur qui est très défense, donc oui, les gens ont une représentation de Toulon où ça va être la marine nationale, et ce qui est normal, c'est notre fleuron, mais pas que. L'industrie a une grosse demande, on a de plus en plus de sociétés qui s'installent avec de la technologie de pointe, par exemple la construction de drones, des logiciels très précis, des cartes électroniques. Donc au fur et à mesure,
les besoins augmentent. Comme disait Frédéric, on se retrouve avec des entreprises qu'on appelle duales, c'est-à-dire qu'elles ne font pas que de l'industrie de défense, elles travaillent pour l'industrie, pour les industriels, et ont souvent une petite partie de la défense. Alors on parlera des profils tout à l'heure parce que évidemment on est sur des profils spécifiques ou pas d'ailleurs parce que, et là vous allez peut-être pouvoir me dire juste dans la généralité, mais en fait on recrute des profils du CAP à l'ingénieur plus. Alors tout à fait, on a vraiment un très grand panel d'emplois. Nous avons fait une étude en 2024 et on en a identifié 16 familles d'activités professionnelles qui recensent finalement 60% de la masse salariale dans ces métiers. Et alors, on part des cadres d'ingénieurs de production, d'ingénieurs de recherche et développement. On a besoin de techniciens en mécanique, en électronique, en maintenance, et effectivement aussi d'ouvriers très qualifiés sur le métal. Et puis dans les métiers en tension, il ne faut pas oublier, on a aussi besoin d'agents administratifs et puis de cadres technico-commerciaux. Voilà, donc c'est finalement un panorama complet, on s'en doutait, mais c'est toujours bien de le rappeler. Virginie Jamet, là-dessus, sur la diversité des profils, on est en lien, j'imagine, avec l'université aussi, on forme dans le Var et dans la région. C'est presque un circuit court, j'ai envie de dire. Alors c'est un écosystème, vous allez le dire, mais c'est vraiment ça. L'université s'adapte aussi de Toulon, s'adapte justement aux besoins locaux, essaye d'anticiper, parce que là il va falloir qu'on anticipe les formations. On sait qu'on va avoir des demandes vraiment précises avec des gens qualifiés. Il ne faut pas oublier que d'ici 5 ans, plus de 30% des salariés, donc des techniciens experts, vont partir à la retraite. Donc il faut absolument qu'on puisse former d'autres générations, que ces techniciens puissent laisser leur savoir. Donc ça passe forcément par la formation et l'apprentissage, etc. Et de la formation même en interne sur certains postes, parce qu'on peut aussi prendre un demandant d'emploi, le former en interne dans une entreprise pour l'adapter et peut-être monter les échelons d'entreprise et devenir de plus en plus expert. Alors, ce qui est hyper intéressant quand on se balade dans le salon, déjà c'est très visuel, forcément, puisque outre les uniformes, on a des maquettes, on a des démonstrations, on a des animations. Donc ça, effectivement, c'est un plus et c'est très porteur aussi auprès du public. Mais ce qui est marquant aussi, c'est que finalement, on sort de l'idée reçue du secteur de la défense qui se cantonne aux militaires, aux marins. On peut participer à cet effort national et patriotique en étant ingénieur, en étant mécanicien, en étant soudeur. C'est ce qui est formidable aussi. 5000 offres d'emploi, ça veut dire qu'on recrute. Oui, et alors ce qui est très important, le point sur lequel il faut insister, c'est que nos entreprises sont duales. Le profil type d'un chef d'entreprise, c'est un patron de 50 salariés avec un chiffre d'affaires dans la défense à hauteur de 20% en moyenne. Donc vraiment, on a un gros panel. Et le profil qu'on recrute, c'est finalement le même profil qu'on pourrait recruter dans l'industrie civile. Ce qui peut expliquer aussi parfois les fortes concurrences de débauchage. Oui, parce que bon, là on est sur la loi du marché, entre guillemets, mais il y a cette dimension aussi patriotique d'aider son pays aussi en étant partie prenante de cette industrie. Ça fait encore rêver. L'industrie de la défense, de la sécurité publique. Il y a encore des profils qui arrivent à France Travail avec cette vocation et qui finalement ont juste besoin d'être aiguillés. Moi, je pense qu'il faut vraiment que on essaie d'attirer au maximum les jeunes. Alors faire rêver, mais je crois que c'est tout secteur. De toute façon, c'est pas que le secteur de l'industrie où il y a une problématique. On a plutôt une problématique auprès de la jeune génération qui ne sait pas forcément quoi faire, vers quelle voie, ou choisit une voie qui n'est pas forcément la bonne. Les industriels essaient de plus en plus de faire d'efforts là-dessus. Les gens ont une représentation de l'industrie où on va être en bleu de travail, c'est un métier sale, etc., que les femmes n'ont pas le droit d'aller, etc. Pas du tout. Au contraire, il y a beaucoup de normes. Les femmes sont excellentes dans ce métier, dans les métiers de l'industrie, parce qu'elles ont une dextérité, elles sont plus minutieuses que les hommes. Ça, ne faut pas l'oublier. Donc, tous les publics peuvent vraiment intégrer l'industrie. Il faut qu'on casse les codes. Au fur et à mesure, de toute façon, tous les sous-traitants, donc ce qu'on appelait donc des MOI, les maîtres d'œuvre industriels, donc on en parlait sur les 9 MOI,
comprennent qu'ils doivent ouvrir leur entreprise, montrer ce qu'ils savent, justement transmettre ce savoir et vraiment, je vous le disais, c'est vraiment les gens en fait ne connaissent pas. Donc vraiment, je pense que c'est notre rôle de toute façon aussi d'aider, d'attirer, de leur montrer ce que c'est. Et très souvent, d'ailleurs, les gens qui le découvrent sont assez... là, on parlait voilà, du fait de se dire, tiens, je vais aider la nation, etc. Bah, là, comprennent la valeur en fait, des choses et ça casse vraiment tous les codes. Alors une question évidemment qui nous brûle les lèvres avec le France Libre qui arrive, ce nouveau porte-avions nucléaire de français. C'est une perspective formidable pour la France, pour la région. Donc en plus, c'est un secteur d'avenir, si j'ose dire, peut-être tous les deux là-dessus, sur cette perspective-là qui nous enchante tous, en tout cas dans le Var. C'est effectivement un formidable projet qui nous accorde surtout une certaine visibilité jusqu'à 2035, qui permet de bien se préparer aux besoins d'emploi. Nous, à la DGA, à la Direction générale de l'armement, on sensibilise ces grands maîtres d'œuvre industriels à ne pas assécher leur sous-traitance et en cas de concurrence de besoins, à rechercher plutôt une réponse collégiale, globale. Sinon, on arrive à une guerre des salaires, une guerre de recrutement. Là, on a vraiment, dans le cas du France Libre, l'opportunité de bien anticiper tous ces besoins. Virginie, là-dessus, pour vous, c'est du travail en perspective aussi, puisque ça va forcément irriguer sur toutes les entreprises dont on vient de parler, et sur le département, la région et la France, puisque Brest est aussi associé. Exactement. Alors, il faut vraiment se dire que c'est des emplois effectivement directs. Là, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais c'est aussi des emplois indirects. Il va forcément avoir besoin de personnes qui vont travailler en travaux publics, en bâtiment. Ça va amener forcément d'autres nouvelles personnes en fait qui vont arriver sur le territoire varois. Donc, il faut aussi les accueillir. Vous voyez, on reparle d'écosystème, mais on est vraiment effectivement sur un écosystème important. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés et répondu à nos questions pour cette première partie. On va poursuivre cette émission en parlant de reconversion et en faisant aussi un petit focus sur la marine nationale dont on est très fiers dans le Var et particulièrement à Toulon. Et on poursuit cette émission spéciale, ce Territoire Éco Var spécial depuis le Toulon Defense Event, 3e édition. 5000 offres d'emploi autour des secteurs de la défense et de la sécurité publique. On poursuit donc avec un petit focus sur la marine nationale et on accueille donc la capitaine de frégate Virginie Daloubex, chef du CIRFA Toulon pour la marine nationale. Beaucoup de questions pour vous évidemment puisque c'est une industrie et un secteur emblématique du Var. Et puis à vos côtés, le général Frédéric Sternenberg, directeur Défense Mobilité, pour parler reconversion. Et c'est important parce qu'on parlait d'offres d'emploi, mais c'est un peu comme la retraite dans le civil, il faut la préparer, bien entendu. D'abord, 2 mots chacun sur l'importance d'être ici. C'est un moment capital pour rencontrer, échanger, faire de la pédagogie et puis créer des vocations finalement. On va commencer par vous. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Oui, pour nous, ce Toulon Defense Event, c'est vraiment un moment très important. Pour la marine, c'est l'occasion, bien sûr, de parler de toutes nos offres de recrutement. La marine, c'est plus de 4000 offres de recrutement par an. Et c'est l'occasion de montrer nos forces. Les marins des forces sont là. Donc, c'est les marins qui sont sur les bateaux. Ça, c'est la force d'action navale. C'est les marins qui vont travailler dans les sous-marins. Ce sont des marins qui vont aussi travailler dans l'aéronautique navale. Les pilotes de nos hélicoptères sont des marins. Ceux qui assurent la maintenance de nos hélicoptères et de nos avions sont des marins également. Et puis, les fusiliers marins. Et un certain nombre de métiers qui vont graviter autour de tout ça. Rapidement, dans le Var, ça représente combien d'hommes et femmes, si on peut avoir le chiffre ? Plus de 10 000. Plus de 10 000, oui. Donc c'est effectivement très très important. Général, évidemment, moment incontournable. Encore faut-il l'organiser, encore faut-il en avoir l'idée. J'imagine que pour vous, c'est aussi important d'apporter votre pierre à l'édifice pour compléter finalement toute l'offre et l'information que les candidats et les candidates aient toutes les infos pour être rassurés en fait, parce qu'on ne reste pas forcément dans l'armée 40 ans.
même rarement 40 ans. Bonjour. Effectivement, ma présence, moi je m'occupe de la reconversion des militaires qui, au terme de leur engagement sous l'uniforme, ont envie d'avoir une deuxième partie de carrière, ou une troisième, ou une quatrième. Et donc la reconversion, c'est un levier d'attractivité et de fidélisation. Donc c'est aussi dans un salon qui est un salon de recrutement ou de présentation des métiers, montrer que lorsqu'on s'engage dans une carrière militaire, à l'issue de son engagement, on va être accompagné, ce qui est une grande différenciation par rapport à d'autres fonctions publiques. Vous allez être accompagné pour pouvoir rebondir sur un emploi dans le secteur civil, soit des compétences transposables de ce que vous avez appris avant, soit une rupture complète de métier. Je répondrai peut-être à vos questions tout à l'heure, mais c'est ça l'intérêt. On est vraiment, nous, dans une logique aussi de présenter la carrière, ce qui se passe après. Voilà. Alors, on va rester avec vous 2 minutes, là, parce que c'est important ce que vous dites. En général, on rentre dans l'armée pour combien de temps? Est-ce qu'il y a une moyenne? Et justement, toute l'importance de cette reconversion, c'est ce que vous avez signifié. C'est qu'on peut rentrer en ayant un savoir-faire et une formation précise, mais on peut rentrer aussi sans être diplômé, pour acquérir dans l'armée des compétences et les utiliser après dans la vie civile. Donc c'est important d'être bien aiguillé. Alors il y a plein de questions dans votre question, mais non, c'est pas grave. En fait, oui, on peut. En fait, nous, on pose 4 questions. Je vais essayer de répondre comme ça quand on va venir chez nous. Qu'est-ce que tu sais faire? Donc, qu'est-ce que tu as appris parfois avant la carrière militaire, pendant la carrière militaire ou en parallèle de la carrière militaire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu vas faire? Donc, oui, les compétences qui ont été acquises avant, qui ont été acquises pendant, elles sont parfois transposables, plus ou moins transposables. Et puis il y a surtout, au-delà des savoir-faire, des savoir-être. La carrière militaire, elle apprend aussi des valeurs, ce qu'on appelle les soft skills dans le milieu privé, qui sont très recherchés aujourd'hui. Quand les employeurs viennent nous voir, souvent, ils vont chercher beaucoup les savoir-être. Ensuite, pour répondre à la première des autres questions, c'est très variable suivant les statuts, les parcours, voire même les armées. Moi, j'accompagne, le Défense Mobilité va accompagner tout militaire qui quitte l'institution. C'est des jeunes qui ont parfois 24 ans et des gens qui peuvent être beaucoup plus âgés, à 55 jusqu'à peut-être 60 ans, de tous les grades, de toutes les spécialités et de toutes les armées. En moyenne, notre vivier, la moyenne d'âge, mais alors encore une fois, c'est très moyen, c'est 30-35 ans, quelqu'un qui aura fait 10-15 ans de carrière, et qui, évidemment, c'est pas suffisant pour avoir une trajectoire complète. On peut se retrouver un rebond et d'un tremplin, d'avoir envie de faire autre chose et de se servir de ce qu'on a appris pendant la carrière militaire. Et encore une fois, j'insiste beaucoup sur les savoir-être qui sont très recherchés dans le secteur privé. Alors, je vais revenir vers vous là-dessus parce que c'est très intéressant. Et effectivement, à 35 ans, on peut se retrouver démuni ou face au vertige de la suite. La marine, vous l'avez dit, énormément de spécificités. C'est bien connu ici à Toulon. Est-ce qu'il y a un profil type du marin? Question un peu bateau, mais vous l'avez dit, on peut être fusillé comme pilote d'hélicoptère, donc j'imagine que c'est des profils différents, mais en général, est-ce qu'on est encore quand même sur cet esprit de vocation? Alors, pas forcément. En fait, je dirais qu'il n'y a pas forcément justement de vocation. Il n'y a pas forcément toujours de vocation, il n'y a pas forcément de profil type. Parce qu'en fait, on recrute de 16 ans à 30 ans. On recrute des gens qui ont le bac, qui n'ont pas le bac, qui ont un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5. Avec des parcours de vie un petit peu différents. Et chacun peut trouver sa place, sa spécialité et une voie pour s'engager dans la marine. Parce que on commence toujours par une première école de formation initiale où on apprend les rudiments, on apprend à être militaire et marin. Nos écoles de formation initiale, ça peut être l'école des mousses dès 16 ans, ça peut être l'école des apprentis marins, ça peut être l'école de Mestrance, ça peut être l'école navale ou l'école des matelots. Et ça, voilà, c'est à différents âges. Et on commence toujours une formation initiale. Et ensuite, on va approfondir cette formation dans une spécialité. La marine, c'est plus donc de 80 métiers dans différents domaines. L'appui aux opérations, la conduite des opérations, la maintenance, le nucléaire, le renseignement. Voilà, il n'y a pas forcément une vocation parce que il y a une place en fait vraiment pour chacun et on peut arriver sans bagage préalable. Le fleuron, actuellement c'est le Charles de Gaulle avec France Libre qui va arriver. Ça aide aussi, j'imagine, à rayonner, à
créer des vocations, alors vous l'avez dit, c'est plus aussi facile que ça, mais on a quand même ce sentiment d'appartenance à un monument national, à une histoire commune via ce beau fleuron que nous avons ici à Toulon. Oui, effectivement, s'il n'y a pas forcément une vocation initiale, progressivement, en fait, avec justement les classes, et puis avec ensuite en s'engageant et en découvrant ce qu'on appelle l'esprit d'équipage, on est tous fiers, qu'on y passe 6 mois, 10 ans, un peu plus de 20 ans, on est vraiment tous fiers en général d'avoir servi dans la marine, et c'est vrai que ça peut être vraiment une fierté de servir sur le porte-avions. Oui, oui, oui. Quel piège à éviter, général, quand on est militaire et que on envisage une reconversion, ou qu'on ne l'envisage pas, d'ailleurs c'est peut-être ça le piège, au bout d'un moment de pas y penser, mais qu'est-ce que vous conseilleriez tout simplement à un jeune qui vient de s'engager ? Alors je vais répondre aux questions, mais je vais rebondir sur ce qui s'est dit, je vais me permettre. Je vous en prie, oui, allez-y. Les armées françaises, elles sont à l'image de la nation. Donc ce qu'a répondu la capitaine de frégate à ma droite, c'est vous pouvez avoir toutes les origines, tous les métiers, tous les milieux, toute la géographie, et avec une carrière très variée. Et ensuite, si je prends mon cas personnel, moi, j'avais pas la vocation militaire. Je suis rentré, je dis souvent, par occasion. J'ai passé un concours, j'ai découvert des perspectives, et je suis rentré. Et on finit, vous voyez, avec général de division, ce qui n'était pas vraiment ma vocation. Je ne viens pas du tout d'un milieu militaire. Je connaissais très peu. Je suis rentré, on m'a vendu quelque chose, j'y ai cru, et effectivement, la vocation est venue en Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux, finalement ? J'aime bien le régalien. C'est d'avoir essayé ? Non, j'ai passé un concours. C'est le premier concours que j'ai passé, que j'ai réussi, un concours administratif d'officier. Hein. Mais voilà, c'est vraiment, je peux pas. On m'aurait dit 2 ans avant. Moi, je suis donc j'ai une carrière dans l'armée de terre, j'ai servi outre-mer, en opération, un peu dans différents endroits. On m'aurait dit 2 ans avant, ou 4 ans avant d'ailleurs, si je veux vous donner, que je porterais un béret vert dans la forêt équatoriale en Guyane. Je ne crois que j'y n'aurais pas cru. Pourtant, voilà, c'est génial ça comme il y a des variétés de métiers. Vous pouvez faire. Moi, je suis plutôt dans les fonctions de soutien, mais vous pouvez, ce qu'a expliqué ma voisine de droite, vous pouvez une vague de métiers. Et donc, on n'a pas tout le monde la vocation. Effectivement, ça peut paraître paradoxal. On est à quelque chose, mais voilà. Mais après, en tout cas, cet esprit et puis cette façon de fonctionner vous prend. Et donc, pour répondre à votre question, voilà, la question sur les pièges à éviter, parce que il faut y penser suffisamment tôt. Une reconversion, c'est quelque chose. C'est pas la veille de quitter les armées qu'on se dit tiens, parce que en moyenne chez nous, alors évidemment ça dépend beaucoup de la cible du métier qui est visé, et puis ça dépend beaucoup de compétences qu'on a acquises. C'est 7 mois et demi à 8 mois de processus d'accompagnement, avec toute cette démarche, évidemment très variable. Comme on accompagne les armées, il y a beaucoup de militaires du rang, de sous-officiers, enfin une pyramide dont la base est beaucoup plus large que la pointe. Des gens qui souvent se questionnent beaucoup et n'ont pas d'où l'intérêt aussi de rencontrer, alors c'est pas le cas ici, mais de rencontrer des métiers, des professionnels pour découvrir des métiers. Et donc nous, on les accompagne dans ces dimensions-là quand je vous ai dit les questions, qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, c'est ça. Tu peux faire. Et nous, on accompagne des projets réalistes et réalisables. Donc ça peut être de la formation. On peut effectivement. Ça peut être de la mise en lien avec des entreprises quand on a une qualification qui est précise. Et des ruptures. Programme complet. J'étais hier à Saint-Mandrier où on a une antenne d'un centre de formation, donc sur la rade là, à Saint-Mandrier. Je rencontrais en ce moment il y a 2 formations pour faire de la soudure. Donc formation organisée par l'AFPA, donc une formation civile, un professionnel civil, et l'autre sur la gestion paye. Et dans les 2 formations, j'ai rencontré des cuisiniers. Donc des gens qui n'avaient pas besoin, ils n'auraient pas nécessairement eu besoin, ils auraient pu continuer la cuisine. Non, ils ont fait l'un 10 ans, je crois, de mémoire, et l'autre une vingtaine d'années dans la cuisine. Ils avaient envie de faire autre chose. Eh bien, les armées, en contrepartie de l'engagement des 10 ou 20 ans, leur financent une formation, et ensuite vont les mettre en relation avec un professionnel, l'un pour faire de la gestion paye dans une ville qui est peut-être chère à certains d'entre vous, à Nice, dans un cabinet d'expertise comptable, et l'autre dans la soudure, c'est un Alsacien, donc il va retourner du côté de Colmar pour faire ce métier-là. Voilà, mais c'est très clair, et on comprend totalement au travers de cet exemple l'intérêt et surtout le message
si les militaires nous écoutent ou des futurs militaires, d'anticiper évidemment. Alors ça c'est un peu comme nous, quand nous les civils on part à la retraite en général, il vaut mieux anticiper. Un mot quand même de ce qui arrive à horizon 2035, le France Libre, projet enthousiasmant pour le département. Puis alors pour la marine, j'imagine que c'est quelque chose de formidable. On parlait du Charles de Gaulle tout à l'heure. Ce nouveau fleuron, c'est quand même une perspective exceptionnelle qui va mobiliser des moyens, qui va mobiliser des savoir-faire, qui va mobiliser aussi des recrutements. Oui, c'est un très très beau projet. Effectivement, on va changer d'échelle avec ce nouveau porte-avions. Mais en tout cas, on va continuer de recruter dans nos spécialités d'aujourd'hui et encore dans des spécialités en plein épanouissement. C'est un porte-avions qui sera nucléaire, donc on va continuer aussi à recruter des atomiciens. Et on dit 2035, 2036, 2038 en fait, et on est déjà en 2026. Donc les experts de la chaufferie nucléaire de ce porte-avions, on va les recruter aujourd'hui, par exemple. Mais également nos pilotes, tous ceux qui vont se charger de la maintenance aéronautique de ces avions, tout le domaine opérationnel. Effectivement, voilà, progressivement, on va les recruter. Question de béotien total, mais il va être construit où? Ici, sur l'Atlantique, un peu des deux Il sera construit à Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire, évidemment, dans le chantier naval. mais c'est important qu'on le précise. Puis après, il sera exploité, bien entendu, ici. Merci à tous les deux. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter un petit quelque chose pour tous ceux qui hésitent, qui se disent et si je tentais, mais je suis pas bien sûr. Il existe maintenant le service national. Donc le service national, c'est ouvert de 18 à 25 ans. C'est été décidé par le président de la République. C'est 10 mois. Et avec des engagements et des incorporations là, en septembre et en octobre. Donc c'est une formidable occasion de découvrir ce milieu extraordinaire des armées et de la marine nationale dans 3 domaines différents sur une période de 10 mois. 1 mois de formation, 9 mois dans les forces. Avec derrière, voilà, on fait ça pendant 10 mois. On est sur une année scolaire, donc en fait derrière, on peut reprendre des études après cette année de césure. On peut décider de s'engager dans la marine nationale parce que ça a fait match et on se dit, eh oui, c'est bien ça. Ou on peut déjà entamer un peu une sorte de reconversion, oui, partir sur autre chose. Avec Défense Mobilité aussi, qui s'engage là-dessus, voilà aussi. J'imagine que c'est ce que vous vouliez dire. Exactement ce que je voulais dire. Effectivement, l'intérêt aussi, et globalement, c'est vrai pour le service national. Moi, les jeunes qui nous écoutent, ce que je voudrais leur dire, c'est que c'est une sacrée plus-value de venir s'engager dans les armées pendant 5, c'est déjà pas beaucoup, mais 10 ans, 15 ans. Moi, mon job, c'est d'être aussi beaucoup au contact des employeurs, recruteurs du secteur civil, privé ou public, qui apprécient beaucoup les anciens militaires, qui sont très recherchés, parce que compétences, mais aussi parce que savoir-être. Et donc, faire un service national de 10 mois ou 1 ou 2 contrats dans la marine nationale pour faire 15 ans, c'est pas une garantie à 100%, mais en tout cas, c'est un sacré levier pour accéder à un emploi civil par la suite, beaucoup plus ouvert. Voilà. Merci à tous les deux. Je voulais juste terminer cette émission enregistrée donc le jeudi 23 avril 2026 par une pensée pour les 2 soldats français qui ont perdu la vie sur un théâtre d'opération dans le cadre d'une opération des casques bleus au Liban. Je le dis aujourd'hui parce que l'un d'entre eux était honoré par la nation aujourd'hui en ce moment même, ce qui fait que la ministre des Armées d'ailleurs n'est pas venue et elle a souhaité évidemment honorer l'un de ces soldats. Je pense que c'était important de le préciser. J'imagine que vous vous associez bien évidemment à ces pensées. Merci également à toute l'équipe vidéo de Nice Matin et de Var Matin, une émission à revoir en replay, bien entendu, sur toutes nos plateformes numériques. Merci à vous.